La grande émission Automoto avec grandautomobile.fr et la bande AJM et ses experts automoto est de retour sur Maxi Martinique. On peut s'applaudir quand même, non? Allez, ouais, super. Cette émission est également filmée et diffusée sur grandautomobile.fr, vous le savez. Merci à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mangles, voiture partenaire de l'émission. Je vais y arriver aujourd'hui, là, je bafouille un peu. L'hôtel Batelière, le plus bel hôtel du centre de l'île, nous accueille. C'est vrai qu'on a un cadre quand même assez splendide, franchement, il faut le dire. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane et merci à Speedy, vos 6 centres de réparation automobile en Martinique. Sans elle, eh bien, sans ces centres de réparation, on ne pourrait pas être là. Nous recevrons dans un moment nos fils rouges avec Jimmy Thomer. Nous recevrons donc Guy Ravenet qui est gérant de RAV Distribution Auto SARL, c'est ça. Et nous recevrons son fils Philippe Ravenet et nous parlerons de l'arrivée de BMW en Martinique, mais pas seulement, on parlera plein d'autres choses. Toujours avec Jimmy Thomer, et avant cela, nous parlerons du contenu de l'instant auto de la semaine prochaine sur Maxi Martinique. Ensuite, Éléonore Théodose nous rappellera l'histoire de la marque BMW. Tu t'es lancé dans The History Story, hein? Oui, depuis quelques émissions. Ouais, c'est un peu mon habitude, mais c'est compliqué parce que là, il y avait beaucoup d'éléments. Donc, Mais tu t'en sors toujours très bien. Fais gaffe à ton micro, il n'y a pas de problème. Ouais, non, mais elle s'en sort toujours très bien. On apprend chose à chaque fois. On apprend plein de choses. On donne de la vraie information. Hein, la vraie info. C'est ça. Bon, ça, c'est devenu notre slogan. Je crois qu'on va le mettre dans les slogans ça va rester publicitaires. les experts auto, voilà. La vraie information. Ensuite, donc, une fois qu'on aura fait ça, c'est simple. On reviendra avec Guy et Philippe Ravenet qui nous parleront l'histoire de l'arrivée de BMW finalement quelque part en Martinique. Hein, parce que il faisait partie d'un groupe avec Alex Crescent qui était donc. Tout à fait. Nous étions avec Alex Crescent. Rapproche un peu votre micro, Guy. Voilà. Nous étions avec Alex Crescent, mais il faut savoir que BMW est arrivé en Martinique de façon très fortuite, puisque nous vendons des voitures. Alex Crescent vendait des voitures à côté de l'Olympia dans la rue. Alors, il y a eu quelques clients passionnés de voitures puissantes qui prenaient contact avec lui. Et c'est comme ça que BMW a commencé à faire ses premiers pas en Martinique. Alors, on y reviendra après, Guy, d'accord? C'est bien d'avoir précisé ça, mais on va y revenir. Hein, c'est pas encore le moment, mais on y reviendra avec plaisir. Je termine simplement la présentation de l'émission, ce qui va se passer dans l'émission. On parlera avec Clara Elmira, notre Élise Gusset, on va dire, régionale, on va dire. Hein, la pauvre. C'est une chose de petite bête professionnelle. Voilà, exactement. Elle nous parlera du passage difficile pour les aficionados de BMW, de la propulsion à la traction, des modèles de la marque il y a quelques années en arrière. Hein, ça a commencé en 2012, en 2012. Si je ne me trompe pas. Bon, on reparlera de ça. Et nous verrons pourquoi surtout elle a choisi de quitter son mode de traction arrière, tant aimé des pilotes automobiles aussi, hein, puisque les pilotes ils ont fait leur gloire grâce à la propulsion. on y reviendra tout à l'heure. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Le mois dernier, près de 60 000 personnes, vous l'avez vu ou pas les chiffres, sont venus sur la page Facebook de la bande AJM. C'est un record, véritablement. Bravo donc à toutes nos chroniqueuses et nos chroniqueurs. Et c'est vrai que bravo à toute l'équipe, quoi. C'est super. C'est grâce à la vraie information du coup. Et c'est grâce à la vraie information qu'on donne toutes les semaines. On fait de l'auto, on parle d'auto dans un talk show. Donc c'était rare, hein, voilà, c'est arrivé. On est d'accord ou pas avec On est d'accord. Tout le monde Guy, ça va? Oui, tout va bien. Je trouve que Guy est très en forme là. Hein. Je sens qu'il a envie de parler un peu de BM, tout ça. On va le faire, hein, c'est sûr. Hein, on va parler de tout ça. Va bien, y a pas de Allez, souci. on va avouer aux auditeurs qu'on a parlé un petit peu ensemble avant l'émission. On s'est trouvé 2-3 affinités, hein, on va dire. C'est ça? On s'est trouvé 2-3 affinités. Lesquelles? Hein? Des affinités historiques, des affinités d'histoire, voilà. Enfin, toi, des choses. Mon père, en fait. On va avoir une révélation familiale. Elle est trop forte, Éléonore. Allez, on se tourne vers Jimmy, si vous êtes d'accord. Avant de parler de tout ça, on va parler de l'Instant Auto, l'émission donc, qui a lieu tous les matins sur Maxi à 7h10 et 8h10, où pendant 3 minutes et demie, Guy, on parle de voiture, on parle d'automobile, on parle du secteur automobile, on parle du marché caché de l'automobile, on parle de l'envers du décor. D'accord? Justement, on va brosser. De quoi on va parler la semaine prochaine avec Jimmy? Eh bien, le premier de ces sujets est la guerre en Ukraine, la voiture électrique et la dépendance énergétique. On est bien d'accord, donc c'est tout à fait ça. La guerre en Ukraine provoque beaucoup de problèmes puisqu'on se rend compte que les voitures électriques que prônent les gouvernements européens, elle va consommer beaucoup d'électricité et malheureusement l'électricité, elle est liée aussi au gaz. Ça pose des problèmes économiques relativement importants. Pas certain que les consommateurs continuent à suivre l'histoire du 100% électrique dans les quelques mois qui viennent. On verra. Ouais, on verra.
Le Carcopter, une voiture volante de Formule 1. Et ouais, ça y est, c'est parti, on va lancer des courses de Formule 1 dans les airs avec une voiture qui vole. Alors bien sûr, ça part sur la base d'un drone. Agrandi bien sûr, hein, avec de la la possibilité de mettre un science-fiction. pilote. Ah oui, C'est entre le drone et la moto. Franchement, Mais on est Totalement. totalement dans Star Wars. Totalement dans Star Wars. Et ça démarre, ça y est, ça commence. Les premières voitures sont arrivées. Il y a une voiture japonaise qui est en train de faire des essais et on va faire des courses véritablement avec ces voitures volantes sur un circuit, au-dessus d'un circuit. Oui Guy, promis, ça existe. Non, mais justement, j'ai vu dernièrement sur le net qu'il y avait une voiture volante. Ouais, Donc, d'abord un véhicule ouais, sportif. On déployait les ailes. ouais. Et elle prenait son envol. Son envol. Et ça se passait très bien. Voilà. D'après ce que j'ai compris, c'est un moteur BMW. hein. En plus, Comme oui, par hasard. comme par hasard. Oui, comme quoi. Les grands esprits se rencontrent, hein, finalement, quelque part. Jimmy. Le Charles Leclerc est le premier blindé de 3e génération en dotation dans l'armée française. Oui, bah écoutez, il nous a paru intéressant parce qu'on est quand même une émission automobile, c'est clair, mais vu la situation un peu compliquée sur le plan international, ça m'a paru intéressant de reparler de qui fabriquait les chars, où ils étaient fabriqués. Donc tout ça, on va l'apprendre dans l'instant auto. C'est fabriqué en France, bien sûr, même si toutes les pièces ne viennent pas de France, mais le Charles Leclerc, qui a la particularité de pouvoir tirer en roulant, c'est le seul char qui peut le faire aujourd'hui en Europe. C'est sans doute un des meilleurs chars d'Europe aujourd'hui, un des plus costauds. Donc on va savoir que ce sont les entreprises de Rouen dans la Loire qui construisent ce char et qu'ils sont en dotation nouvelle puisqu'ils sont en train de renouveler justement le système électronique, etc. Donc l'armée française est déjà dotée de ces nouveaux modèles. On y reviendra dans l'instant auto. On y reviendra. Le dernier des sujets, la moto volante Speeder, commercialisée pour 2023. On est toujours dans le domaine. Il y avait la voiture, donc voilà. Maintenant il y a la moto volante. Et voilà, c'est pareil, même bagaille, j'ai envie de dire, même principe, c'est-à-dire qu'en fait, on va faire des courses de moto volantes au-dessus d'un circuit avec des virages Et les gens à la qui tombent Hawaii. sur ta phrase comme ça en plein milieu de l'émission, ils se disent mais Il il devient complètement. Il devient fou. Et pourtant ça existe, hein. Et il y a Pourtant de c'est la là. Didier hein, sur le plateau. Ah, moi, C'est là. je On en reparlera dans je peux l'instant faire le auto. test, il n'y a pas de souci. Oui, mais justement, Ah oui. t'étais pressenti justement pour faire On le va premier l'avoir de passé tous les en tests. Voilà, donc pas de souci. on va essayer de te lancer d'un modeling pour voir, je sais pas moi, au 300e étage par exemple. Stéphanie, elle est courageuse quand même. Hein. Oui. On dirait pas comme ça. On dirait pas passionnée, comme ça. ouais, passionnée, Oh là là, Stéphanie, c'est incroyable, mais Tout ouais. à fait, on teste. n'est-ce pas? Prends un Alors. parachute quand même au cas où. Où c'est qu'on en a dit, moi, Jimmy? Eh ben, on va parler de BMW, de la marque BMW, n'est-ce pas? Ça y est. On a Eh fini, oui. c'est ça que tu veux me On dire? a fini les sujets qui sont présentés dans l'instant auto sur Maxi. Bon, bah super. Alors, si vous êtes d'accord, Guy, Philippe, Ravenet, avant de parler un petit peu de votre histoire finalement, on va laisser parler Eleonore qui va nous brosser le portrait de BMW depuis son arrivée sur le marché, on peut le dire. Hein. Oui. Et ça date de 100 ans, un peu plus de 100 ans. Ah, ça date. Alors déjà, je pense que le mot-clé par rapport à cette marque, c'est moteur. Parce que finalement, toute l'histoire de BMW est liée à l'évolution de son moteur. Et on le voit, alors vous allez me dire sûrement les autres marques aussi, mais on n'a pas du tout commencé par l'automobile à la base. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tout s'est fait à l'envers. Exactement. Ça a commencé par la future passion de Stéphanie, c'est-à-dire l'aviation. Tu aurais pu conduire une BMW. Je te rappelle, Éléonore, aussi que les Vespa aussi, c'était la carlingue aussi des Boeing. Hein, donc, Voilà. ouais. Donc il y a un lien Aéronautique avant tout. aéronautique avec l'automobile. Donc c'est une marque allemande, mondialement connue et qui a été reconnue par ses productions luxueuses et sportives. Mais qu'en est-il au départ de la marque? À l'origine, donc c'est-à-dire au début du XXe siècle, c'était deux entreprises spécialisées. L'une dans la conception de moteurs d'avion qui était réalisée par Karl Rapp. Et ensuite l'autre par Gustave Otto avec des motorisations pour l'aéronautique et les chasseurs biplaces. Ça a souvent commencé par les bateaux ou les avions, hein, C'est ce qu'on disait. les voitures, hein, souvent. Hein. Et en fait, le 7 mars 1916, alors finalement c'était l'anniversaire il n'y a pas si longtemps, les deux entreprises ont fusionné pour devenir attention à mon accent, j'ai fait de l'allemand, je tiens à le dire, mais la Bayerische Flugzeugwerke, À tes que souhaits. l'on traduirait en français par fabrique munichoise d'avions, puisque Munich. Et puis il y a eu des dissensions en interne et un deuxième nom est arrivé, le fameux Bayerische Motorenwerke, BMW, et qui a pris à ce moment-là son logo avec la forme d'hélice en reprenant les couleurs de la ville de Munich que sont... ouais. Les deux couleurs, Ouais, et quelles bleu et sont-elles? blanc. Voilà, merci. Ah, ben on a un spécialiste. Personne ne s'endort, mais... On a un spécialiste. On reviendra à Guy Ravenet tout à l'heure.
Donc avec la Première Guerre mondiale, cette entreprise va participer à l'effort de guerre et va développer des moteurs d'aviation. Ou la Luftwaffe. Alors, à l'époque, oui, tout à fait. Et puis, il faut savoir que la guerre, c'est aussi tout un aspect économique. Hein, quand on fait la guerre, on produit des choses qui ne sont pas forcément ce qu'on aimerait. Mais derrière ça, il y a ces fameux moteurs qui ont été développés. Il y a des bons technologiques pendant les guerres. Je ne prône rien du tout, hein, sinon on va recevoir des lettres. Non, mais c'est une constatation. C'est une cause à effet, tout simplement. Voilà. Et puis, en 18, il va y avoir la défaite de l'Allemagne, avec notamment le traité de Versailles, excusez-moi, qui est signé en 1919. Qui interdit à l'Allemagne la production aéronautique, moteurs inclus. Et oui, c'était pour calmer les ardeurs en se disant ça ne reviendra jamais. Bon, voilà, mon œil. En même temps, c'est vrai qu'on peut faire juste une pause de 3 secondes en se disant, mais on voit bien que ce qui s'est passé, l'effet papillon finalement, ce qui s'est passé donc il y a plus de 100 ans, les conséquences que ça a aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui l'Allemagne est à zéro, elle a plus d'armée, elle est tributaire, j'ai envie de dire, des Américains d'abord, mais peut-être mais même. On a l'Europe, voyons. Peut-être même des Français. En tout cas sur le plan nucléaire au moins, et voilà, ils sont sur le plan de l'armée, ils n'ont plus d'armée, donc voilà, on voit bien que les Allemands font des efforts pour remettre de l'argent sur la table, pour relancer leur armée. Bon, c'était une aparté. L'Allemagne fait quand même des armes. Oui, fabrique des armes. Ils bien ont sûr. On est d'accord. Des pistolets mitrailleurs qui sont fabuleux. Sauf que si vous avez personne pour les porter et puis personne pour tirer, forcément c'est compliqué. C'est un peu leur problème d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire, Iggy ? Tout à fait. Ils n'ont pas d'armée aujourd'hui, mais malheureusement. Ils vendent leurs armes aux pays Tout à fait. qui sont intéressés. Ouais. Donc face à cette interdiction, BMW forcément va devoir faire preuve de résilience et puis va essayer de trouver de nouveaux débouchés. Elle va répondre à des demandes d'entreprises, notamment de matériel ferroviaire, des sous-traitances, qui vont alors occuper ces chaînes. Mais sous l'impulsion d'un monsieur qui s'appelle Max Fritz, le directeur du bureau d'études, ils vont travailler dès 1920 sur un projet de motocyclette. Et c'est là que va naître le premier modèle de moto. Alors je fais un petit clin d'œil à Clara qui devait bosser sur l'histoire justement oui. des motos. Sur oui, Claire Clara. Boulogne. Oui, Claire Clara. Ça varie selon les semaines. Voilà, qui a un petit souci de santé. Bon, la pauvre, c'est pas le Covid, on redit, c'est pas le Covid, hein. Mais elle a un petit problème de santé, voilà. Donc, mais elle devait nous brosser justement le portrait de BMW J'ai Motorrad. quelques éléments, donc je vais les introduire tout de suite. Hein, oui, voilà, très rapidement, bien. puisque le premier modèle de moto en 1920 est un petit moteur de 148 cm3. Ouais. Puis ensuite, il y a une seconde moto qui va être réalisée avec un moteur un peu plus puissant. Et puis, c'est la R37, présentée en 1924, donc 4 ans après les 1920. C'est allé très vite au niveau de la production. Il y a eu la première, c'est la R32. Et c'est la R37 oui. qui va se voilà, qui va obtenir les premiers lauriers pour et BMW. la R32, c'est la première BMW. Voilà. Mais ensuite, celle qui va avoir des records de vitesse et en deux roues, c'est la R37. Voilà. Donc on est d'accord. On est d'accord. Soit vous préférez celle de Jean-Marc, soit la mienne. Moi, je préfère la vitesse, Jean-Marc. Je comprends. Bon, désormais, l'automobile va se développer avec une petite voiture à traction à roues indépendantes. Mais il va y avoir un échec au niveau de sa conception. De nouveau, résilience. On part sur la moto. Finalement, on développe la voiture. Et puis là, échec. Et l'entreprise va finir par s'offrir une marque déjà existante. Est-ce que vous connaissez le nom de cette marque ? Oui, moi je le connais. Bah évidemment, tu as bachoté. Bah oui. Alors, quelle marque s'offre BMW ? Tout de suite derrière quelle première marque BMW rachète ? C'est du latin en plus, enfin je pense. Oui. Un latin, je passe la main. Là. Passe la main. Donne sa langue au chat. Clara, je suis sûr que Clara sait. Bien sûr, évidemment. Je veux pas le dire. Alors si ce n'est Clara, ce sera Jimmy. Je passe. Tu passes. Si ce n'est Jimmy, ce sera. Bah Jean-Marc. Du non, coup. non, moi je dis rien. Ça sera Éléonore qui va continuer sa chronique. Dixie. Ah non, je connaissais pas. Ça vous dit rien ? Non. Bon, allez. Donc dès novembre 1928, l'accord va être signé. Et puis il y a des petites voitures qui vont arborer le blason bleu et blanc de la marque bavaroise. Et puis elles sont pratiques et bon marché, donc forcément elles se vendent bien. Mais elles sont considérées comme étriquées assez rapidement par les concepteurs de BMW qui ont déjà une vision plus luxueuse de la marque. Oui, puis en face il y a des 3 roues françaises. Enfin, il y a les petites voitures arrivent sur le marché en fait. Les petites voitures économiques. Il y a le Poo, il y a la petite Fiat en Italie, enfin il y a le tricycle en Italie qui arrive aussi dans la même période. Enfin voilà, ça explique beaucoup de choses. Le cheval aussi, oui. Non, le cheval, on venait de l'arrêter justement. N'importe quoi, la piquette. Rien à voir, laisse-moi finir. Donc dès 1932, la marque va décider finalement de rompre son lien avec cette petite voiture et de
produire elle-même ses propres modèles qui vont être d'abord modestes et puis finalement de plus en plus sophistiqués avec l'adoption de moteurs 6 cylindres. Enfin, en 1935, BMW s'immisce dans le segment de la voiture de sport. Donc vous voyez, on est parti de 1920, on atterrit en 1935-1936, seulement en 15 ans. Enfin moi, ça m'a paru hallucinant qu'il y ait un développement économique et puis technologique tel si rapidement. Je ne sais pas si vous, qui êtes connaisseur de l'automobile, c'est récurrent ça ou ça prend plus de temps d'habitude pour développer une marque ? Mais ça ne m'étonne pas. Venant des Allemands, ça ne m'étonne pas. C'est un peuple extrêmement dynamique qui a beaucoup de compétences, beaucoup d'imagination et qui suit le progrès, non pas jour après jour, mais beaucoup plus rapidement que ça. D'accord. Ils sont vraiment en mode projet et quand ils décident quelque chose, les marques s'investissent. Oui, et puis ça prend corps, c'est testé. Moi, je me souviens très rapidement, je parle de ça, à l'usine même, j'étais étonné de voir une porte de BMW qui s'ouvrait des milliers de fois pour vérifier la gâche des portières. D'accord. Donc, ce sont des gens très pointus qui ne se basent pas sur le produit lancé, ils testent le produit au maximum de ses capacités. D'accord. Donc, c'est un peuple extraordinaire. Ok. Bon. Moi j'aime bien, j'adore l'Allemagne, donc j'aime bien quand les gens parlent comme ça. Non, puis on a l'avantage, Guy, d'avoir été à Munich tous les deux finalement, visiter les usines de Munich. On est allé, on a eu la chance. Je l'ai vu aussi il y a des années. Ouais, donc j'ai visité l'usine, j'ai visité la fabrication des voitures, j'ai vu comment ça se passait. Et même pour les gens qui ne sont pas passionnés, excusez-moi, moi j'étais jeune à l'époque, la voiture ne m'attirait pas plus que ça, j'avais trouvé ça extraordinaire. Parce qu'il y avait une mise en scène, c'était un véritable musée, les modèles étaient là pour leur ligne et pour leur conception, c'était pas juste on voit des automobiles garées quoi. Ouais, bien sûr. On est d'accord, Guy, pas de problème. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Alors je reprends. Donc en 1936, la BM a déjà atteint une surprenante maturité avec sa gamme 326 qui va devenir une nouvelle référence en catégorie 2 litres. Et puis il y a un Roadster 628 qui va lui offrir une renommée mondiale avec beaucoup de succès en course. Mais là, vous me voyez venir, qu'est-ce qui va se passer ? On est en 1936 ? La guerre. Voilà, Seconde Guerre mondiale. Et là, BMW va être contraint de reprendre la production de moteurs d'avions et de véhicules à usage militaire. Bon, l'avantage, c'est qu'ils savaient déjà faire, c'était pas une nouveauté. Et puis, la production de voitures civiles va diminuer au point de devenir quasi nulle en 1942. Et finalement, en 1944, les usines BMW sont bombardées, ce qui va détruire totalement l'outil de travail. Donc vous imaginez les pertes humaines, les pertes de matériel, ainsi que les pertes financières. On arrive à la fin de la Seconde Guerre mondiale où la situation devient très délicate, surtout que les Américains décident de démanteler certaines usines BMW et de récupérer l'outillage pour le distribuer aux pays ayant souffert de la guerre. Donc pour vous donner un peu des chiffres, c'est 4000 machines qui sont ainsi perdues par BMW. D'autres usines vont être confisquées et conservées par les Alliés. Alors il n'y avait pas que Munich, il y avait d'autres endroits, même sur les pays plus à l'Est. Et là, c'est une véritable catastrophe. Mais finalement, l'usine de München, en allemand, va permettre, grâce à sa restauration, de relancer la production de pièces agricoles autorisées par les Alliés. Et ça débute vers 1947. Et 1948, qu'est-ce qui se passe ? Ils repartent dans la production de moto. Et c'est un éternel recommencement. Avec cette activité, BMW survit et n'arrive même pas à répondre à la commande puisque c'est un véritable succès. Il recommence avec quoi ? Avec la moto ? Oui, avec quoi ? Avec quelle moto ? La R24. Voilà. Bon, il faut le savoir. Non, il y a une interrogation à la fin. Donc tout à l'heure, c'était la R37. Là, c'est la R24. La R24. Et en 1951, il y a un banquier qui s'appelle Geveni qui s'installe à la direction de BMW. Et puis, il va vraiment reconstruire des voitures. Ce sera des grandes voitures de luxe avec la BMW 501, une berline dont les lignes sont très critiquées à l'époque. C'est la première voiture d'après-guerre, 501. Et on doit quand même la survie de la branche automobile qui va tenter un coup de la dernière chance avec la licence de l'ISO Isetta. Ça, c'est à retenir en 1955. Parce que finalement, à chaque fois, il réessaye avec l'automobile, il y a une critique, ça retombe. Et puis là, il y a un coup de génie. Il y a quelqu'un qui arrive, une personnalité qui va avoir une aspiration et ça va marcher. Au bord de la faillite, menacés par le rachat de Mercedes, qu'on avait déjà abordé le sujet il y a quelques années, ils ne vont pas être engloutis par Mercedes. Ils vont réussir à garder leur indépendance grâce à une personnalité connue qui s'appelle Herbert Kant, qui est un financier avisé et qui va instaurer
un développement à des millions de marques avec un ambitieux programme qui vise à construire une berline moyenne. La BMW Jubilé. Oui, la 700. BMW. 700. Guy, La carrosserie Jubilé. Guy, oublie pas de rapprocher ton micro près de la bouche. Je disais que la première BMW qu'ils ont sortie avec la carrosserie nouvelle, moderne pour l'époque, c'était la carrosserie Jubilé. Jubilé. D'accord. Et dès 1963, il va y avoir des dividendes de dégagés, une production qui va permettre vraiment à la marque de se développer. Après, BMW va s'affirmer dans les années 70, 80 et va finalement capitaliser avec un certain nombre de modèles qui vont devenir mythiques. Je pense que je pourrais même vous poser la question si vous aviez des modèles qui vous correspondent. On y revient, donc on va lui poser la rêver. question. Retiens ta question. Oui. On fait la pause pub si tu es d'accord, parce qu'il ne faut pas D'accord. oublier qu'on a aussi des partenaires. On fait la pause pub et on revient dans un petit instant je me fais chasser. avec les experts automoto. Allez, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto avec grandautomobile.fr, la bande AJM. Les experts automoto sont de retour sur Maxime Martinique. On peut s'applaudir? Ah ouais. On est avec Guy Ravenet, on est avec Philippe Ravenet, on est avec Laurent. Laurent Chinant. Laurent Chilan qu'on n'a pas présenté. Donc il va se présenter en 2 mots, Laurent, s'il est d'accord. Ici, il prend son micro. Oui, donc... Laurent qui est venu avec Guy et Philippe, hein, on est d'accord, hein, donc voilà. Bon, j'ai été formé par le maître à côté, Ouais. Guy Ravenet. On va y revenir, hein, vous inquiétez pas, on va le présenter, hein, Guy, dans un moment. Hein. Donc vous avez été formé avec lui, c'est ça? À la période J'ai été formé avec lui où il était dans l'entreprise qui exportait les BMW, hein, à c'est ça? l'époque avec Crescent. D'accord. Et vous étiez à quel poste alors? Commercial. D'accord, ok, on revient dans un moment. Tu avais une question à poser sur ta rubrique à Guy, Oui, je voulais en ouvrir justement la rubrique sur l'histoire de BMW. Mhm. Je trouve que ça serait intéressant que vous nous parliez depuis les années 70 des modèles que vous connaissez et qui peuvent peut-être vous faire fantasmer, rêver, ou ceux peut-être que vous avez possédés en voiture de collection, j'en sais rien. Alors, Disons que c'est une bonne Guy, question. avant que vous vous lanciez, Guy, je vais vous présenter un petit peu quand même, hein, parce qu'on vous a pas présenté encore. Non, mais... Je vais vous présenter un peu. Hein, Allez, vous allez allez-y. répondre à la question. Allez-y. Hein. Alors, Guy Ravenet, aujourd'hui, il est gérant de la société RAV Distribution Auto, SARL, depuis 2007. C'est ça? Je ne me trompe pas. Hein. Donc, mandataire automobile toute marque. Vous êtes né en 1943 de parents fonctionnaires de la fonction publique, professeur des écoles. Départ de l'école Violet à Paris, électricité mécanique industrielle, en 1960. Et retour en Martinique 1 an plus tard, pendant la guerre d'Algérie. Son idole, on peut le dire, c'est le colonel Marcel Bijard, connu pendant la guerre d'Indochine et d'Algérie d'ailleurs aussi. Il s'engage au titre de l'école militaire de Saint-Maxent, dans les Deux-Sèvres, et après 1 an de formation intensive, il rejoint le premier RCP, commando de parachutistes. Donc on a quand même quelqu'un qui a connu des moments militaires précieux. Oui, tout comme toi. Un petit peu quand même, ouais. Pendant 7 ans, en tout cas, en plus. Retour en Martinique, il achète sa première BMW 1600 d'occasion dont la marque est représentée par Monsieur Crescent Alex, son futur PDG. Tout à fait. L'histoire de Guy Ravenet commence chez BMW à ce moment précis finalement. Tout à fait. Voilà. Pourquoi? Parce que vous allez discuter avec Alex. Disons que je suis tombé amoureux de la marque. Disons que pour pouvoir avoir la possibilité d'acheter cette voiture, je venais d'acheter une voiture neuve qui était une Fiat 124. Et un ami, qui s'appelle, je peux donner son nom, c'est Claudie Marie-Claire, qui m'a dit, mais Guy, qu'est-ce que tu fais avec ça? Achète une BM. Je lui dis, c'est quoi ça? Et je rentre d'emblée dans le monde BMW. Et quand j'ai eu acheté la voiture, comme Cody avait un très bon coup de volant, j'ai conduit avec lui, il m'a montré des astuces de conduite, et ensuite, j'ai été carrément pris dans le monde de BMW. Donc, je n'ai pas arrêté de rouler en BMW, et jusqu'au jour où j'ai pu rentrer dans la maison BMW, dont Alex Crescent était le PDG. D'accord. Voilà. Et donc, première voiture, la BMW 1600. On peut en parler un peu ou pas? Oui, la BMW 1600, c'était une voiture de porte. C'est une voiture qui n'était pas très puissante, mais je découvrais les propulsions.
Et la propulsion se conduit, enfin, de mon point de vue... Alors, pour les auditeurs, la propulsion, il faut expliquer. La propulsion, c'est une voiture donc, dont la motorisation... Le moteur est à l'avant, mais les roues motrices sont à l'arrière. Sont à l'arrière, voilà, tout à fait. Et c'est une voiture, il faut que le dos du conducteur ou du pilote soit très posé sur le siège, le dosseret du siège, car les réactions de la voiture se passent dans le dos. Autrement dit, dès qu'on tourne le volant légèrement, la réaction se fait immédiatement sentir sur les roues arrière. D'accord. Donc il m'est arrivé une aventure, j'ai dû quitter la route un jour, tomber dans un fond du côté du Robert, parce que c'était glissant et je n'ai pas anticipé. Et oui, mais c'est pas grave. Ça arrive. Donc j'ai appris à connaître le maniement. C'est comme les armes, le maniement des BMW. Et c'est ça qui est extraordinaire. Après, ça a évolué. BMW a fait d'énormes progrès. Il y a eu aussi les ponts autobloquants, et les boîtes sportives. Donc tout ça, ça a évolué très très vite. Alors je voulais revenir sur l'arrivée de BMW finalement. On peut en reparler un petit peu. Donc vous avez acheté cette voiture, vous avez rencontré Alex Crescent. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, alors comment vous avez vendu vos premières voitures? Comment ça s'est passé en fait? Les premières voitures, alors Alex Crescent d'abord a décidé d'être importateur de BMW. Donc quand nous avons pu importer directement d'Allemagne les BMW traités directement avec Munich, les voitures sont arrivées et nous avions fait une pub dans le France Antilles où il y avait un très gros rétroviseur dessiné à la main, où on voyait une calandre de BMW et il était écrit ceci: regardez-moi bien de face, car vous ne me verrez que de dos. Excellent. Et ça a été un succès extraordinaire. Bien sûr. Et les gens ont défilé au garage pour pouvoir se faire plaisir et s'acheter des BMW. Donc avec M. Crescent, Guy est le premier importateur de BMW avec M. Crescent, on est d'accord? C'est M. Crescent qui est importateur, mais vous étiez ensemble. Vous étiez son directeur général finalement, quelque part. J'étais d'abord chef des ventes. Chef des ventes. Après l'expérience, j'ai pu embaucher des commerciaux et les former. Et ensuite, il a décidé de me nommer directeur commercial. Alors dans la famille, ça fait des émules, parce que donc, vous êtes venu avec votre deuxième fils, Guy Ravenet. Bonjour Guy. On peut l'applaudir Guy. Allez, Philippe, j'ai dit Guy moi, pardon. Philippe, excusez-moi. On peut l'applaudir Philippe. On peut l'applaudir Philippe. C'est Philippe Guy. Hein. Philippe. Bon, oui. Bon, je vais y arriver. Alors, vous êtes né en 1967 de formation finance et comptabilité. Il a intégré la société de financement automobile Somafi Sogouafi, qu'on connaît bien dans le monde de l'automobile ici, bien sûr, qui propose donc du financement automobile directement en concession, en 1990 jusqu'en 2011. Passionné de sport automobile, rallye et Formule 1 et de BMW par voie de conséquence. Ancien propriétaire de BMW M3 4 cylindres de 200 chevaux. Pas mal quand même, hein. Pareil qu'en plus il a un bon petit coup de volant quand même, hein, paraît-il. Un tout petit, oui, grâce à mon père. Bon. Alors, donc, il a fait du karaté et également du tennis depuis son adolescence, c'est ça? Oui, c'est à peu près ça, mais j'étais quelqu'un d'assez nerveux, donc j'ai dû faire un peu de karaté pour calmer tout ça. D'accord. Et j'étais un grand passionné de voitures et de BMW par conséquent, puisque mon père ramenait souvent des voitures différentes à la maison. Ouais. Donc il y en a deux qui m'ont marqué. C'était une Alpine AC1 de 170 chevaux et une M3 E30, donc 4 cylindres de 200 chevaux, qu'il avait ramené d'un de ses amis. Et moi j'ai pu acquérir, c'est un exploit, une BMW M3 qui a été vendu par mon père ou un de ses amis qui partait en Guyane, et je l'ai acheté après au concessionnaire guyanais qui appartenait à M. Philippe Copette. Donc on est entre passionnés de BMW, ça c'est certain, avec en plus au départ, on va dire le sens originel en Martinique. On est d'accord? Oui, c'est tout à fait ça. Bon, alors dans cette alors c'était quelle période, pour que les auditeurs comprennent bien? C'était quelle année la création donc de cette société? Moi j'ai rejoint BMW. Monsieur Alex Crescent. Il faut savoir qu'au départ, ça s'appelait... Le micro bien en face de votre bouche. Ça s'appelait Établissement Crescent. Ouais. Après, ça s'est appelé SIDA SA. D'accord. Société d'importation et de distribution d'automobiles. D'accord. Entre-temps, il y a eu le fameux problème de la grosse maladie qui a frappé la planète entière. Ouais. Alex voulait changer le nom. Ouais. Moi, je lui ai dit, je ne suis pas d'accord. J'aurais gardé SIDA SA. Ouais. Tant qu'on parle de SIDA,
on parle aussi de nous. Oui, quelque part on peut le voir comme ça. C'est pas faux. Donc c'est lui le PDG, il a tranché et ça s'est appelé BMH Autoservice. BMH Autoservice. Donc BMW et ensuite nous avons eu Honda. Alors quelle année pour situer? Moi j'ai un souvenir, ça doit tourner autour des années 80. Les années 80. De 80 jusqu'à quand? Disons que pendant plus de... J'ai travaillé chez BMW en gros pendant 24 ans. 24 ans. Donc on peut dire que vous avez plongé dans les années 90 avec BMW. Voilà. Donc entre 80 et 2000, quels sont les modèles qui ont été extraordinaires pour vous? J'en parlais tout à l'heure. Il y a eu d'abord la série 7. BMW est montée dans la gamme. Oui. Ils sont sortis des voitures, des petites berlines pour le commun des mortels. Et ils sont passés à la série 5. Ouais. Ensuite, ils sont passés à la série 6. Mm-hmm. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, chez BMW, il y avait la 635 CSI. Ouais. Ensuite, il y a eu la série 7. Ouais. Et puis, nous faisions aussi des shows à l'intérieur de la société où nous faisions venir des pyrotechniques pour pouvoir présenter les modèles avec des feux d'artifice. Nous avions à peu près 400 personnes chez nous. Nous avons fait venir aussi un orchestre qui faisait de la musique antillaise. Et à côté, nous avions aussi un groupe qui dansait de la pop. D'accord. C'était le tout début. Et ouais, avec des jeans déchirés, et voilà. avec les gestes synchronisés et c'est tout. Ça. Et donc, oui, Éléonore et Clara ne connaissent pas, ils n'étaient pas nés encore. C'était nous en fait. C'était vous. Non, mais c'était passionnant parce que passionnant, bien sûr. Les gens étaient assez impressionnés par ça. Alors Guy, autre chose dont on a parlé un petit peu tout à l'heure en coulisses finalement, c'est que il y avait un sens commercial très particulier. Il y avait une relation client à cette époque qui était vraiment. Je ne veux pas dire qu'aujourd'hui elle est pas bonne. Hein. Je dis juste qu'à cette époque-là, vous étiez un peu nostalgique tout à l'heure. Vous me disiez ah là là, on avait une relation qui était un peu différente. Si, c'est-à-dire le retour est fait par le client. Et Laurent est mieux placé que moi pour en parler. Les clients disaient, quand on rentre ici, on ne rentre pas dans un garage. On rentre dans un show où il y a des amis. Ouais. Et les contacts que nous avions avec la clientèle étaient plus que cordiales, amicales. En termes de service après-vente, il y avait bien sûr les mécaniques étaient sollicités beaucoup. Et en termes de service après-vente, est-ce que vous aviez la même performance, vous avez les mêmes qualités, c'est-à-dire vous attachiez beaucoup d'importance à la réparation automobile et à la relation client avec la réparation automobile? Oui, je crois que Alex avait fait un gros effort sur ça et la plupart des clients étaient pleinement satisfaits du service après-vente. Laurent, vous avez été vendeur chez BMW dans les années 80. Les années 89. Donc vous êtes millionnaire aujourd'hui? Presque. Hein? Presque. Vous avez vendu les plus belles voitures, les plus belles séries. J'en ai vendu quelques-unes. Ouais. Il blague pas, il est quasiment millionnaire. En fait, je le vois à son regard. Mais oui. Laurent, est-ce que vous avez des souvenirs sûrement de vos plus belles voitures vendues? Vous savez, celles qui donnent du frisson quand on... Ma plus belle voiture vendue, je veux dire, je l'ai vendue sur papier. Ouais. Elle n'était pas construite encore. C'était la 850 coupée. 850 coupée. Je venais de rentrer et tout. Ça se passe dans les années 90. D'accord. Et un soir, je m'emmène dans une boîte de nuit. Ouais. Et je vois le propriétaire, monsieur Laguerre. Ouais. Je dis, tiens, j'ai une voiture pour toi. Il me dit, quelle voiture? Je dis, j'ai une 850 qui va sortir et tout. Il me dit, bon ben, fais-moi voir. Emmène-moi la photo, je vais voir. Voilà. Et je lui emmène la photo. Sur papier. Il me dit, bon, c'est bon, je commande. Mais la voiture n'était pas encore fabriquée. On a fabriqué le véhicule un an après. C'est fabuleux. Donc il m'a dit, tu viens me voir le lundi. Donc le lundi matin, je suis monté à son bureau à Petitbourg. Et là, il m'a versé un chèque de 150 000 francs. Ah ouais, la voiture coûtait 750 000 à l'époque. Ouais. Donc il a eu à attendre un an avant que la voiture lui soit livrée. Voilà. D'accord. C'est la plus belle histoire que j'ai. Bon, et la commission, elle était sympa? Vous avez pu vous amuser un peu derrière? Ouais, c'était sympa. Ouais, la commission était sympa. Et donc il paye un peu, monsieur Ramenet, quand même. Non, mais là, il ne va pas rentrer dans ce détail parce que nous faisons c'est privé, c'est privé. Nous faisons partie d'un groupe où nous ne parlons pas d'argent. Voilà, c'est important. Ouais, c'est important. Mais je vendais avec de l'amour parce que j'aimais beaucoup ça, quoi. Donc mes amis, je les amenais et on vendait. On n'avait pas besoin de. C'était un réseau d'amis finalement qui faisait confiance aussi, hein, c'est ça. Hein. C'est-à-dire, on faisait surtout confiance aux vendeurs. Parce que comme j'ai toujours dit, c'est une profession où on ne doit pas tromper le client. Eh oui, c'est sûr. Et une fois qu'on a pris l'habitude effectivement d'être correct avec un client. Bah oui, c'est de la fidélisation en fait. Ça serait bon de le dire haut et fort, c'est très important.
Philippe, toi, tu as connu ton père en plein feu de l'action, on va dire. Donc, il t'a communiqué l'esprit BM, on va dire. Oui, tout à fait. On a eu aussi quelques voitures à la maison, dont une 528i qu'on a été allé chercher en Allemagne, à Munich. Ouais. On a eu aussi une M535i, qui est un 6 cylindres 3,5 litres de 218 chevaux. Ouais, ça encore un petit monstre sympathique. Ouais. Mais disons que moi, j'ai eu de la chance d'avoir une rare M3 4 cylindres en Martinique. D'accord, quand même. Oui, tout à fait. Ça va. Et cette voiture, elle est devenue quoi alors finalement? Alors, je l'ai gardée à peu près 20 ans. Je l'ai vendue il y a quelques années à un collectionneur qui habite dans le nord Atlantique, qui a là toutes les M3. Ouais. De la E30, 36, E46, E90. Il faut absolument que tu nous donnes son numéro de téléphone. C'est Stéphanie qui va s'en occuper. Il n'y a pas de souci. J'ai une petite question. Oui. Le propriétaire de ces voitures, il les fait rouler, on peut le voir passer. Oui, tout à fait. Ou alors il les admire et elle. Non, il les roule de temps en temps. D'accord. Bon, la semaine prochaine, on recevra d'ailleurs, grâce à Stéphanie, un club, le club carrément de BMW. Oui, le club Manina, voilà, BMW Manina Club. Vraiment des passionnés. Voilà. En plus, qui est présidé depuis peu par une femme. Exactement. C'est juste génial. Ça fait 2 semaines. Nous qui adorons recevoir les jeunes femmes quand en plus elles ont cette capacité à créer, etc. Ça va être intéressant de la recevoir. C'est une bonne idée. Alors, tout de suite après ces années-là, Guy, il va se passer un phénomène chez BMW, c'est qu'il va sortir la première Z8. Oui, la première Z8. Ça va faire basculer la marque dans le monde nouveau finalement, je pense moi. Ça l'a fait basculer. Il y a eu le Z1 d'abord. Oui, il y a eu le Z1, pardon, excuse-moi. Oui, il y a eu le Z1. Le Z1 d'abord, je voulais parler du Z1, c'est moi qui me trompe. Heureusement que Laurent est là, je veux dire, parce que... heureusement qu'il est là et heureusement qu'il a de la mémoire. Il a de la mémoire en plus, voilà, tout à fait. C'est important. Oui, on a eu un Z1 d'ailleurs qu'on n'a jamais vendu, qu'on a gardé volontairement dans le showroom. Et en fin de compte, après quelques années, Alex l'a récupéré et l'a emmené chez lui. Donc, ce Z1-là, c'est lui qui l'a gardé. Ah, je sais lequel, le vert. Le vert. Le vert, je me rappelle. On connaît même les couleurs, on connaît même la plaque d'immatriculation et on sait où elle est garée. Alors, ce qui était fabuleux dans cette voiture, en matière de technologie, c'est que les portes descendaient dans le bas de caisse. C'est-à-dire qu'on appuyait sur un bouton, les portes descendaient. Et on avait un coupé très ouvert. Et si on voulait, on pouvait faire remonter les portes. Bon. C'était juste génial. Ça, c'était quand même assez génial. La carrosserie était de matériaux composites. Ce n'était pas de l'acier. C'était peut-être du carbone. Du carbone, oui. Laurent, non? Vous vouliez dire quelque chose? Donc, je voulais savoir quelles étaient les 3 voitures mythiques de cette époque, c'est-à-dire dans les années 80-90. Quelles sont les 3 voitures qui, à votre avis, les 3 BM qui ont marqué vraiment leur époque? Cette époque, en tout cas. Alors, moi, je dirais, je pense qu'ils seront d'accord avec moi, parmi les plus sportifs de la gamme, sont sûrement la M3. Je confirme. Dans la fameuse E36. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord parce qui était parmi les plus iconiques. Le M-Power. De chez BMW, c'est le département sport de BMW. Et ils ont eu un essor extraordinaire, ce que tu dis est exact. Ce sont des voitures qui ont de la dynamique. Donc, ce ne sont pas des Antillais qui sont terroristes, mais ils utilisent les voitures BMW car les moteurs sont de la dynamite. D'ailleurs, parmi tous les concessionnaires qui ont une branche sportive au sein de leur gamme, BMW a toujours eu comme slogan de porter en avant cette fameuse lettre, la lettre M, qui pour la marque est considérée comme la lettre la plus puissante du monde. Ça, c'est leur slogan. Mais c'est vrai que c'est parmi tous les modèles M, il y a eu la M3, il y a eu la M5, avec à l'époque son V8 puis son V10. Fabuleux V10 de plus de 500 chevaux que j'ai eu la chance d'essayer à l'époque où j'étais en stage à BMH Autoservice. Donc non, ce sont quelques véhicules qui ont vraiment marqué l'époque, qui ont marqué les propriétaires, qui étaient des passionnés et qui s'en sont réellement donnés à cœur joie et qui ont pris beaucoup de plaisir à leur volant. Oui. Alors Guy, est-ce qu'on a une histoire extraordinaire qui s'est passée à cette époque-là, une histoire de client ou de voiture ou de... Est-ce qu'il y a un souvenir qui vous revient? Pensez à votre micro. Pendant qu'il était en train de parler, je pensais à un client à nous, dont le nom m'échappe, et qui était spécialiste dans la vente des livres.
Et il avait une BMW coupée comme ça. Ouais. Et je me souviens d'un jour où on a décidé d'aller l'essayer avec lui. Et on a dû interrompre l'essai parce qu'il a eu tellement peur que nous étions... Tu te souviens de ça? Oui. Il a eu tellement peur qu'il a commencé à paniquer dans la voiture. Ah, ouais. Et à ce moment-là, on a levé le pied parce que c'était vraiment très impressionnant. Maggie, c'est exactement ce qui m'est arrivé la première fois que je suis monté avec Éléonore. J'ai eu la même panique, panique. Et c'était donc, pas pour la vitesse. C'était pas pour la vitesse, c'était pour l'état de la voiture. Pour la maniabilité de l'engin. 10, vous êtes d'accord, Philippe, Laurent, on fait une petite pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après. Ok. À tout à l'heure. Allez, vous êtes de retour dans la grande émission Automoto de GrandAutomobile.fr et la bande AJM avec ses experts automoto. Nous sommes de retour sur Maxi Martinique 107.1, 107.3 FM. On peut applaudir Éléonore. Est-ce que vous voulez bien l'applaudir, Éléonore? Parce qu'elle nous a fait une super chronique sur l'historique de BMW. Et la semaine prochaine, on fera une spéciale sur sa voiture. Et elle nous parlera de sa voiture, hein, puisque et de ses qu'on la problèmes. découvre cette voiture. En fait, on plaisante sur Éléonore. À chaque fois, on l'embête avec sa voiture, mais elle a une très bonne Le voiture. jour où je vais la remplacer, vous n'aurez plus rien à dire. Mais c'est une marque Donc, concurrente, c'est pour ça qu'on peut pas en parler. C'est une marque totalement concurrente de C'est BMW. ça qui a failli manger BMW. Voilà. Donc on peut le dire, c'est une Mercedes. Ouais. Voilà. Bon, et on les aime tous, Mercedes, BMW. Zoom zoom zang toute seule, sa Mercedes. Audi, toutes les marques premium sont des marques intéressantes, importantes. Et on sait que les Martiniquais aiment beaucoup ces marques premium. Donc l'histoire le dit, hein, Guy en est le représentant digne, on va dire, de cet amour pour ces marques premium, ces marques un peu sportives en Martinique. Oui, j'ai légèrement apporté mon soutien à cette marque. Bon. Jimmy, il y a 2-3 modèles quand même qui sont incontournables. J'en ai parlé un petit peu avant la pub. Parmi les plus sportives de la gamme M, la M3, la M5. Maintenant, en redescendant un petit peu parmi les modèles qui étaient tout aussi de qualité premium et très appréciés, c'était cette époque où le diesel était un petit peu à son apogée. On a eu toute la gamme des séries 3 avec les moteurs, les 325, les 318 TDS, les 4 et 6 cylindres qui même pour les aficionados qui vont dire que les moteurs diesel ne sont pas mélodieux, mais parmi ceux-ci, parmi particulièrement les 6 cylindres diesel BMW, les 325 et un peu après les 330. Tout ça sont des modèles à propulsion, on est d'accord. Ce sont tous des modèles à propulsion. Alors parmi ceux-ci, il y avait quand même dans la gamme des versions 4 roues motrices, ouais, qui étaient proposées en option à cette époque-là, qui n'étaient pas vraiment encore proposées ni vendues parce que les clients se tournaient plus vers la propulsion. Ouais. Bon, maintenant à l'heure actuelle avec les nouveaux modèles, ça portait un nom déjà le 4 roues motrices de l'époque. Aujourd'hui c'est le X-Drive, mais à l'époque il y avait... ça ne s'est pas beaucoup vendu. Non, ça ne s'est pas beaucoup vendu. C'était une X, si j'ai bonne mémoire. Voilà, les modèles X. C'était la BMW, excuse-moi, la BMW X. Mais bon, je ne crois pas que ça a eu un impact considérable en Martinique. D'accord, bon. Si on a fait le tour, on donne 2-3 dates importantes quand même. 1994, je te le dis parce que c'est important. 1994, BMW rachète Rover Group. Donc ça explique pourquoi en Martinique par exemple, on a BMW à une certaine époque, entre autres avec les 3 derniers distributeurs, BMW et Land Rover. Et puis donc ça s'est scindé en deux il y a quelques mois en arrière, puisque donc Land Rover a regagné le groupe Parfait, donc c'est scindé, hein. Et puis BMW reste tout seul avec Mini, hein. D'accord. Donc ça c'est une des premières dates. 2005, la série 3 devient la voiture la plus vendue dans le monde. En 2005, dans les voitures de moyenne catégorie, on va dire, de luxe, d'accord. Donc c'est la voiture la plus vendue dans le monde en 2005. Ça a été un vrai succès. Donc ça explique la M3, après derrière ça explique beaucoup de choses. 2006, BMW collabore, il ne faut pas oublier, avec Peugeot et Citroën, et commence à produire des moteurs pour eux. On est d'accord ou pas? Oui, nous sommes d'accord. On est d'accord. Voilà, donc c'est une marque, c'est une époque importante. Et enfin, 2009, BMW avec ses marques Mini et Rolls-Royce compte 24 sites de production sur 4 continents, dont 13 pays. Toujours très dynamique, l'entreprise semble donc éviter la crise véritablement. La crise de 2009
qui était une crise mondiale relativement importante. Alors bien moindre aujourd'hui, on la relativise par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, entre la crise sanitaire et puis les menaces de bombes sales, on va dire, d'un certain pays. Évidemment, ça relativise un peu. Mais c'était une grande crise aussi en 2009. Effectivement. Pour terminer, juste si tu permets, c'est vrai que Guy Ravenet ainsi que Laurent qui sont présents aujourd'hui sont un petit peu les encyclopédies, les mémoires du marché automobile martiniquais dans ce qui est pour ce qui est des modèles premium. Et il faut quand même savoir que l'équipe commerciale de BMH Autoservice à l'époque, la plupart des commerciaux de cette période-là, entre les années 80, 90, 2000, début 2000, ont tous été ensuite un peu dispatchés parmi les plus grandes concessions premium de l'île à l'heure actuelle. Donc c'était un petit noyau, un petit groupe de commerciaux. Une sorte d'école qui fait que la plupart d'entre eux maintenant sont sur d'autres marques tout aussi premium, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'ils ont commencé pour la plupart à BMH Autoservice à l'époque. Alors, si on regarde, quand on prépare cette émission, on va sur Internet, on regarde un petit peu ce qui se passe dans la planète monde BMW, ou dans la planète BMW monde, comme vous voulez, on se rend compte qu'il y a un événement extraordinaire qui se situe autour des années 2012. Voilà. Il se passe un truc, Clara qui va nous en parler dans un instant, mais il se passe un événement extraordinaire, terrible pour les aficionados de la marque. La marque décide de passer ses modèles de la propulsion, qui faisait donc la réputation de la marque évidemment depuis des années, surtout en compétition, à la traction. Et donc bien sûr avec une génération de traction avant hyper étudiée comme d'habitude, et Guy nous le rappelait tout à l'heure, les Allemands sont très précieux dans leur recherche. Et donc bien sûr ils ont sorti une traction avant assez extraordinaire, d'ailleurs qui fait ses preuves aujourd'hui. Mais les aficionados tombent à la renverse, puisque donc on va perdre pour eux à cette époque la propulsion arrière. C'est Clara qui nous en parle. Guy, si tu es d'accord. C'est-à-dire que dans la mesure où nous avons connu les propulsions, quand BMW a imaginé cette nouvelle théorie, nous étions un peu surpris. Parce que BMW, c'est d'abord une propulsion. Oui. On peut raconter. C'est ce qui fait l'ADN de la marque, effectivement. Oui, BMW, c'est une propulsion. C'est une voiture, je dirais même un peu virile. Oui. C'est pour ça que je disais que c'est une voiture qui se conduit avec le dos. Oui. Parce qu'il y a des réactions, c'est presque sensuel. Ouais. Donc, mais justement, est-ce que c'était pas non plus aussi un petit peu compliqué pour une certaine partie de la clientèle? Bien sûr, le jeune aficionados qui était un peu sportif, il appréciait que le train arrière chasse un peu et s'en aille un peu à volonté, ou pas d'ailleurs. Mais pour ceux qui ou pas, justement, ils avaient des accidents. Et donc, est-ce que c'est pas ça qui a permis à la marque de se dire, bon, finalement, on va peut-être revenir sur du plus traditionnel? Je pense que BMW a voulu ouvrir un volet supplémentaire du côté technique. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti cette voiture. Oui, on va le voir en détail. Sur les petites voitures qu'ils ont sorti la traction, pas sur les. Oui, pas sur tous les modèles. En tout cas, au départ, c'est sur une série 1 au départ, etc. Oui, l'objectif n'était pas non plus de révolutionner l'intégralité de. C'est pour ça que Clara Elmira va détailler exactement. Va détailler tout le problème, et on va encore avoir un procès, mais c'est elle qui paye ses procès. Voilà, c'est ça, exactement. C'est elle qui paye ses procès, donc on s'en fout. Elle peut dire ce qu'elle veut. Donc effectivement, cette semaine, c'est une ode à BMW, la marque, mais aussi à ses passionnés. Mais moi, mon rôle dans l'émission, vous l'aurez compris, c'est d'aller chercher la petite bête. Donc je vais essayer de ne froisser aucune tôle ni aucune susceptibilité pour le coup. Mais effectivement, on apprécie énormément, surtout chez les passionnés, l'identité sportive de la marque, qui tient, donc on l'a dit, en partie au système de propulsion dont est dotée une grande partie des modèles jusqu'à maintenant. La marque est passée du système de propulsion au système de traction sur certains modèles. On précise, à commencer par le concept car Active Tourer présenté en 2012, qui sera également le premier monospace de la marque, prévoyant ainsi, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, d'équiper pas moins de 12 modèles de ce système de transmission. Car en effet, BMW n'est alors pas présent sur les segments monospace ou petite citadine et veut répondre, donc on se demandait pourquoi, au succès de Mercedes sur la classe B à l'époque, bien sûr. Ou encore de l'Audi sur la A1. Eh oui. Propulsion et traction, qu'est-ce que c'est pour tout le monde? Ce sont des systèmes de transmission, on l'a compris, qui transmettent la force rotatrice, je vais y arriver, oui, ça arrive. Du moteur aux roues motrices. On en a parlé effectivement plus en détail tout à l'heure. Propulsion, la puissance moteur est transmise par la
transmission secondaire uniquement aux roues arrière, donc effectivement c'est la voiture qui se conduit avec le dos. Traction sur la plupart des véhicules. Selon Guy, il n'y a que Guy qui conduit avec le dos. Hein. C'est tout. Non, selon Guy. Avec une certaine aisance, une installation, en tout cas il faut être armé. Les roues motrices sont sur les roues avant, en tout cas sur ce qui est traction avant, c'est pour ça qu'on parle de traction, parce que ce sont les deux roues qui tirent le véhicule vers l'avant. Donc avantage du système de propulsion, d'où l'intérêt sur des modèles premium sportifs, il permet d'embarquer de puissantes motorisations grâce à une meilleure transmission de la puissance au sol, j'ai bien travaillé, donc une meilleure motricité avec un moteur puissant. Plaisir de conduite accru, maniabilité, inutile que je rentre dans les détails, j'imagine. La répartition du poids est meilleure grâce aux éléments qui justement sont au dos plutôt qu'à l'avant, et on retrouve à l'arrière, ça joue aussi sur la maniabilité. Les systèmes de propulsion est minoritaire dans les ventes automobiles, tout modèle et toute marque confondue. Il est vraiment considéré par les puristes comme étant un atout pour la marque, qui a pris donc le risque effectivement de choquer ses fans, notamment sur la 3e génération de la série 1. C'est le modèle qui a fait le plus parler de lui sur cette transition. La belle bavaroise a vu le jour en 2004 avec au départ une motorisation 4 cylindres en 5 portes. En 2005, forte de son succès, la compacte évolue, motorisation en 6 cylindres. 2007, version 3 portes, place au coupé, au cabriolet, pour un total de 4 déclinaisons du modèle. Donc globalement, une grosse avancée au fur et à mesure des années. En 2007, en même temps, le team BMW Sauber, rappelez-vous, prend la 2e place du championnat du monde de F1. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, il y a aussi le monde de la F1. BMW était en plein dedans. Oui. C'est la bonne année pour eux. C'est ça, exactement. Outre l'ensemble des avancées technologiques proposées par ce modèle, l'ADN du véhicule et de la marque, en faisant un argument de vente imparable, reste évidemment la propulsion. En 2011, la success story continue de s'écrire, toujours équipée de ce même système. Et je vous le disais plus haut, c'est la 3e génération qui en surprend plus d'un en 2019, du coup, avec le passage à la traction avant. La propulsion ne serait plus une priorité pour la marque qui aurait cédé à la tentation de plus grande part de marché. Cette fois-ci, face à la Mercedes Classe A et l'Audi A3, le modèle à la cote et les ventes ne sont pas impactées auprès du grand public. Ça ne change rien pour eux qui sont vraiment très proches de la marque et de l'image qu'elle représente. En revanche, effectivement, c'est les puristes qui accusent le coup. Pour certains d'entre eux, la marque régresserait et le modèle tant apprécié jusqu'ici ne sortirait plus son épingle du jeu de la concurrence. De toute façon, globalement, je te fais une coupure de 2 minutes, ça va te reposer un peu. Globalement, si on regarde là où nous porte l'Europe aujourd'hui sur le 100% électrique, l'arrêt des moteurs thermiques en 2035, vous savez que c'était 2040, ça a été ramené à 2035. Donc c'est demain 2035, on est en 2020, enfin 2022, c'est demain. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on voit bien que la tendance aujourd'hui des véhicules premium, c'est quoi? C'est le design. On est d'accord. Je veux dire, je doute, à part en termes d'autonomie, je doute qu'en termes de motorisation, si on peut appeler encore ça de la motorisation, je doute qu'on puisse se battre entre des 3 marques premium, Audi, Mercedes. Alors moi je suis pas forcément d'accord parce que tu peux pas prévoir les évolutions technologiques. Il y a peut-être. C'est sûr, globalement. Tu vois, il y a peut-être un élément que tu n'as pas pris en considération qui va révolutionner quelque part et tu dis ah ouais, je l'avais pas vu venir celle-ci. Oui, mais je veux dire franchement, à part le nombre enfin je veux dire à part la modification des batteries qui permettrait d'avoir une autonomie extraordinaire, ce que fait un peu Tesla finalement aujourd'hui, je veux dire, je vois pas ce qui peut amener. Rendez-vous en 2035. Oui, sûrement, parce on en reparlera. On est bien d'accord. On est bien d'accord que sur le plan technologique, il peut toujours y avoir des bonnes surprises et des grandes surprises. Mais globalement, tous ces véhicules-là, ils vont aller sur il va falloir les choisir, surtout par rapport au design. C'est le logo qui va plaire soit BMW, soit Audi, soit Mercedes, soit Lamborghini, soit je sais pas moi, Ferrari. Vous voyez ce que je veux dire ou pas, Philippe? Ouais, mais moi je suis pas sûr que à moyen terme on va tous rouler soit en hybride rechargeable ou en électrique. Parce que j'ai vu récemment que Porsche a fait une conception sur un moteur avec du thermique ou avec de l'essence ou du diesel. Et ça consomme beaucoup moins en termes de CO2 c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est bien que tu parles de Porsche parce que eux ils ont parié sur les nouveaux carburants, les carburants synthétiques, et ils disent mais pourquoi arrêter le moteur thermique si on trouve nous en parallèle des essences qui polluent plus. Mais ça après la législation évoluera aussi selon ce que l'on trouve, parce qu'on est bien d'accord que le législateur voit aussi ce qui se fait au niveau ingénierie et de l'état du parc aussi. Guy, justement. Mais j'ai lu récemment que BMW, il y a une progression certes au niveau de l'électrique, mais BMW n'a pas l'intention
de lâcher la propulsion. Oui. Non. Non. C'est-à-dire que BMW revient sur la propulsion. Ils ne lâcheront pas. Ils ne veulent pas le lâcher, mais ils reviennent sur la propulsion. Ils ne lâcheront pas parce que 2-3 modèles qui arrivent en propulsion. Qu'on le veuille ou non, quand on regarde les voitures sportives dans le monde, très sportives, ce sont des voitures à propulsion. Bon, toi qui es de cette génération des conducteurs de dos avec le dos et qui aimait que le train arrière de la voiture bouge un peu de temps en temps, comment tu vois toi l'arrivée des voitures 100% électriques sur ces marques, cette marque BMW en particulier, et puis qui est sans doute une des marques qui a la meilleure progression dans ce domaine d'ailleurs. Non, je suis assez surpris. C'est une révolution pour moi. C'est une révolution, l'électricité pour les voitures. Mais je garde toujours une poire pour la soif dans la mesure où on nous a dit à une époque, il n'y a pas mieux que le diesel. Oui. J'ai assisté à Munich, en salle de réunion, il y avait plus de 400 importateurs de voitures avec des écouteurs qui parlaient la langue. Du monde entier, oui. J'entendais dire que c'était vraiment le summum de la qualité. Et quelques années après, on a commencé à dénigrer par rapport aux pots catalytiques les voitures diesel. Ça, c'est la politique, c'est la politique qui s'en est mêlée. Alors que diesel, et on fait des gros progrès en matière de pots catalytiques. Oui. C'était même plus sympa d'avoir une diesel que d'avoir une essence. Oui. Aujourd'hui, on nous parle d'électrique. Oui. Moi, je dis, dans quelques années, on sera tous surpris de nous entendre, d'entendre dire qu'est-ce qu'on va faire avec ces batteries. Voilà. Ce sont des batteries extrêmement dangereuses. Bon, d'accord, mais concrètement, très honnêtement, les constructeurs, ils travaillent vraiment beaucoup. C'est que la France a investi énormément d'argent aussi, avec les Allemands d'ailleurs, pour créer des entreprises, non seulement de création de batteries, parce que c'est plutôt la Chine qui est sur ce marché-là, et surtout dans le reclassement. Donc il y a des startups aujourd'hui qui sont créées pour le reclassement, donc il y a quand même des solutions. La question que je voulais poser à Guy quand même, et on revient à toi Clara, rassure-toi. Je sais pas si ça... Elle est partie Clara, là. Non, si, on va y revenir. Est-ce que finalement, la question que personne n'ose poser et que je vais te poser, est-ce que finalement BMW, au moment de la transition, du passage de la propulsion à la traction, est-ce qu'elle n'a pas perdu son âme finalement, son âme de véhicule voué au sport? BMW a une vision, au fond, ils ont fait une étude de marché, et il le disait tout à l'heure, Jimmy, il disait tout à l'heure que ce sont des voitures en matière de quantitatif. Ce sont des voitures qui ont été extrêmement bien vendues. Oui. En plus, ils ont gagné en part de marché parce que souvent les femmes achètent ce genre de voiture. Mais oui, aussi. Alors que les propulsions, c'est plutôt réservé aux hommes. Mais nous avons eu des femmes aussi qui ont acheté des propulsions. Mais c'est vrai que depuis que BMW a sorti les tractions, beaucoup de femmes achètent BMW. C'est pour ça d'ailleurs que c'est la série 1 qui a fait le plus de bruit, parce que sur d'autres modèles ça posait pas problème, alors que certains aficionados de la sportive aimaient aussi le côté un peu citadin et le côté tonique et sportif de ce modèle-là. Donc du coup, le design a été impacté, la compacte aurait tendance à prendre des allures de monospace pour accueillir le système de traction. Et le nouveau modèle ne serait proposé qu'en 5 portes, du coup des sensations moins joueuses et une conduite moins sportive. Donc effectivement, les fans ont moins apprécié. Autre raison, on l'a évoqué, de cette transition, évidemment, les normes européennes sont passées par là. Donc on est repassé à 4 cylindres, du fait du downsizing. De toute façon, le V8, le V6, on oublie. C'est fini. 2035, c'est fini. C'est-à-dire l'avantage du 4 cylindres, il est réactif. Oui, très réactif. Il est très réactif. En fonction du poids de la voiture aussi, mais il est très réactif. Plus vous avez des chevaux, plus vous mettez ça sur les V8. Oui. Mais si vous avez pas beaucoup de chevaux, et puis BMW a quand même inventé en matière de technologie, sortir dans un 4 cylindres 300 chevaux, moi à l'époque, je trouvais ça impossible. Et ils sont arrivés à faire ça. 300, 400 chevaux. Sur un 4 cylindres. C'est fabuleux. Et en tout cas, ils continuent à allier propulsion et moteur électrique ou moteur hybride. Donc, vous les passionnés, est-ce que vous pensez concrètement, si on va sur cette voie-là et que finalement les moteurs thermiques finissent par disparaître, ce que je ne pense pas non plus, même si c'est imposé, est-ce qu'on peut réellement allier normes écologiques, passion, sensation? Est-ce que BMW, en étant obligé de répondre à ces demandes-là, pourra conserver justement ce plaisir de la conduite?
Voilà. La question on la pose, mais est-ce que finalement, et là je me tourne vers Éléonore très honnêtement, parce que je sais qu'elle est au fait de du côté écolo et de l'évolution donc des lois aussi par rapport à tout ça. Est-ce que finalement, au fond, c'est pas notre rapport à la voiture qui doit totalement changer? Est-ce que finalement, on doit arrêter de penser à la voiture comme un objet à soi? Est-ce que finalement, ça doit pas devenir un objet partageable? C'est-à-dire qui dédouané, on va dire, de la partie vitesse, sensationnelle. Je pense que tu es peut-être un peu extrême, c'est qu'il faut trouver le juste milieu. C'est-à-dire pour l'utilité sur certains trajets, pourquoi pas ne pas penser à des voitures partagées comme une utilité, ce qu'on a fait avec les vélos finalement, ça a commencé comme ça et la voiture a été essayée dans certaines grandes villes. Et puis avoir aussi pour les passionnés, les personnes qui conduisent sur des longs trajets, moi je pense à des boulots comme commercial ou qui ne peuvent pas forcément prendre le train pour se rendre à certains endroits et d'autres avoir des voitures toujours adaptées. Ce que l'on souhaite en tout cas en matière de développement durable, ce n'est pas stopper et arrêter, c'est plutôt faire ça de manière intelligente et rationnelle et se dire comment je peux vivre ma passion tout en respectant la législation et surtout l'avenir de mon entourage, de mes enfants et le respect de l'environnement. Alors, c'est pas tout à fait le sens, à mon goût, c'est pas tout à fait le sens des directives européennes aujourd'hui, malheureusement. Et je pense qu'on tente justement à éliminer le côté individuel de la voiture et on tente à aller sur une voiture plus collective, plus partageable, de façon plus précise. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tu peux le faire, ça n'enlève pas néanmoins... Dans ton esprit, on peut le faire en gardant l'esprit passionné, oui, tout est etc. une question de mesure. Voilà, espérons, c'est le but. On va dire un grand merci à Guy Ravenet, qui est venu nous voir aujourd'hui on l'a reçu avec un plaisir extrême. Il reviendra dans notre émission, c'est certain. Un de ces jours, on reparlera de ça ou d'autres choses. Mais le plaisir est partagé. Bon, parce que j'ai été très heureux d'être en votre compagnie. Bon. Et ça nous a fait plaisir. Encore. Merci à vous en tout cas. Merci à Laurent qui est commercial de BMW. Tu l'es encore, hein, c'est ça? Non, j'ai arrêté, je suis à la retraite maintenant. T'es à la retraite. Bon, ouais. tu repartirais là ou pas? Tu te relancerais? Il m'arrive de travailler avec mon ami. Ouais, d'accord. Donc vous arrivez encore de vendre quelques voitures en import? Quand même le contact quand même. Bon, ouais. Super. Millionnaire donc, hein, bien sûr, hein, parce qu'il a gagné des millions et des millions. Bien sûr, je plaisante, même s'il a sans doute bien gagné sa vie. Merci à Philippe Ravenet qui est venu nous voir. On n'a pas trop parlé, il a été un vrai fil rouge en fait. Hein, il a beaucoup écouté, il est intervenu toujours à bon escient dans l'émission. Il reviendra aussi sans doute un de ces jours dans cette émission. Voilà. On n'oublie pas que c'est un vrai coup de volant, un bon coup de volant, en BM en particulier. Merci beaucoup. Voilà, donc non, mais c'est vrai que c'est important. Vous étiez donc avec la grande émission Automoto de GrandAutomobile.fr et la bande AJM et ses experts Automoto. Vous étiez donc sur Maxi Martinique. Sachez que cette émission, elle est rediffusée en TV sur GrandAutomobile.fr. Ça vaut le coup, il suffit d'aller sur le site. YouTube. On est en première page sur le site, c'est même pas la peine d'aller sur YouTube si vous voulez pas y aller. Merci à Dodge Ram, votre nouvelle concession américaine au Mans, le voiture partenaire de l'émission. Merci à l'hôtel Batelière qui nous reçoit. Merci au Crédit Mutuel Anti-Guyane. Merci à Speedy. Et puis, remercie encore à Guy et Philippe Ravenet. Merci à vous, franchement, d'être venus. Ça nous a fait très plaisir. Merci à Laurent. Merci à Claire Boulogne qui, la pauvre, aujourd'hui n'était pas avec nous, mais elle sera là dans 15 jours. Merci à Éléonore Théodose. On peut l'applaudir. Allez, on s'applaudit tous là. Merci à Jimmy Tomer, merci à Clara Inmira, merci à Stéphanie Rome. Et la semaine prochaine, nous retrouverons notre fil rouge, Anthony Levallois, qui est pilote aussi, ex-pilote et spécialiste du drift en BMW. Nous recevrons également, grâce à Stéphanie Rome, le BMW Madinina Club et sa toute nouvelle présidente, Gladys Antibes. C'est cool, hein, on a 2 semaines de suite, on parle de BM, c'est trop fort. Bon, le prochain coup, on fera. Merci encore en tout cas. Merci à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs, à la semaine prochaine. Merci.